Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième webinaire des WebSem organisés par le CRT Occitanie. Ces WebSem en fait ont été créés pour vous aider dans votre gestion quotidienne. Aujourd'hui, alors dans la gestion quotidienne des équipes, aujourd'hui, je suis seule aux commandes. Véronique est en déplacement, donc j'aurai le plaisir de vous présenter la thématique suivante, harcèlement au travail. L'idée, c'est de comprendre les subtilités du cadre légal pour initier son plan de prévention sereinement. L'occasion pour moi ça sera vraiment l'occasion de reprendre peut-être des notions que vous abordez, que vous côtoyez, que vous connaissez, et de les mettre en corrélation avec les obligations santé et sécurité de chaque employeur. Voilà. Donc, nous sommes bien le 27 septembre, il est bien 9 heures. Vous êtes 4 participants, mais sachez que ce webinaire fera l'objet d'un replay qui sera en ligne, je pense, à partir de lundi, que vous pouvez me poser toutes vos questions par chat. J'essaierai d'y répondre. Vous pouvez aussi me joindre par mail, vous pouvez joindre Véronique par mail si vous avez des questions en complément. Bref, le but de ces webinaires est quand même d'entamer des discussions et de vous aider dans votre gestion. Allons-y, démarrons. Alors, toujours pareil, même rituel, un petit préambule. Donc, moi, je suis toujours Claire Zanier, je suis gérante d'un cabinet RH à Montauban. Je suis, alors, CZ Conseil et Formation, on fait du conseil et de la formation sur toutes les grosses problématiques RH, santé, sécurité au travail, dialogue social et gestion des compétences. C'est les trois pôles principaux. On fait en marge du bilan de compétences. Pas dans une vie antérieure, moi j'ai été responsable d'un petit office de tourisme dans le Tarn-et-Garonne et il m'arrive régulièrement de travailler avec des offices de tourisme qui mettent en place des procédures RH ou qui ont besoin d'un coup de pouce pour structurer leur démarche. Pardon. Alors, le contexte de ce webinaire. Alors, avec Véronique, nous avons choisi cette thématique parce que les notions de harcèlement moral, harcèlement sexuel, agissement sexiste sont des mots chargés de sens et d'émotion. Ce sont des mots qui permettent à des salariés d'interpeller leurs employeurs, leurs responsables. Aujourd'hui, on a un cadre légal qui est plus précis et on a trouvé intéressant de revenir sur le sujet, peut-être pour éclaircir certains points. Voilà. Derrière les mots harcèlement, on voit apparaître aussi beaucoup de malaise au travail. On voit apparaître des difficultés du management avec les collaborateurs. Seulement, les harcèlements sont bien une infraction pénale qui est présente également dans le Code du travail et avant d'être un problème de santé, un problème de sécurité dans la structure de travail. Donc c'est très important de savoir de quoi on parle. Derrière un malaise au travail, en résumé, derrière un malaise au travail, il n'y a pas toujours un problème de harcèlement. Ce qui est sûr, c'est que derrière ces situations, il y a beaucoup de souffrance des deux côtés, côté employé, côté auteur présumé, côté manager. Donc, ça méritait d'y revenir clairement. Alors, ce que je vous propose là pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est de refaire un petit tour d'horizon, des quelques règles à connaître pour pouvoir initier un plan de prévention. Alors, quand je parle de plan de prévention, je parle de document unique d'évaluation des risques, mais je parle aussi de feuilles de route, de plans d'action dédiés à la lutte de certains comportements, par exemple. On peut très bien créer un plan d'action en marge du document unique. Alors, le sommaire. L'idée, c'est
de reprendre, de faire un petit focus sur les règles à connaître sur les trois thématiques, harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissement sexiste. J'en profite aussi pour vous dire que c'est intéressant d'évoquer ces questions de sexisme et de harcèlement sexuel, même si évidemment c'est pas dans toutes les structures et j'entends que tous les environnements de travail ne sont pas dégradés. Je vous en dirai un mot, je vous expliquerai aussi l'esprit de la loi, des nouvelles lois qui, depuis 2018, tentent d'encadrer tout ça. Je referai avec vous un point sur les actions à mettre en œuvre pour organiser la prévention. Je détaillerai avec vous 4 points qui sont, qui sont quand même à réfléchir et peut-être à déployer dans vos organisations pour que la parole soit plus libre et que on puisse évoquer ces termes-là correctement. Voilà. Évidemment, vous avez un chat et toutes vos questions seront les bienvenues. Vous n'hésitez pas. Alors, j'ai souhaité faire un bref rappel de ce qu'est le harcèlement moral au travail. Alors, le harcèlement moral au travail, comme c'est passé quand même à peu près dans le vocabulaire quotidien, il s'agit bien d'agissements répétés. Alors, pas forcément d'un manager ou d'une manageuse, mais ça peut être d'un collaborateur, d'une collaboratrice sur un autre collaborateur, une autre collaboratrice. Je mets à dessein du féminin masculin dans mes propos parce que il n'y a pas un profil type de harceleur ou harceleuse. On peut se retrouver dans des situations où nos comportements s'apparentent, sont proches du harcèlement moral et ce n'est absolument pas sexué. Donc des agissements répétés, souvent on me pose la question à partir de quand il y a harcèlement, est-ce qu'il faut 10 actions, 10 activités pour que ça commence à sentir le harcèlement moral au travail? Sachez que on considérait qu'à partir de 2 ou 3 éléments, on pouvait commencer à caractériser du harcèlement moral. On va le voir avec l'évolution de la législation sur le harcèlement sexuel. On considère aussi, maintenant, la jurisprudence considère que à partir du moment où il y a un gros événement, une grosse pression, hop, voilà, le dernier truc que je n'avais pas fait, hop, voilà, désolée. Euh, des agissements répétés. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a à partir du moment où il y a une grosse pression, un événement ponctuel, un dénigrement, une humiliation, en gros, un gros événement, ça peut être constitutif d'un harcèlement moral. On va vers la loi et la jurisprudence, enfin surtout la jurisprudence, et on pense la loi où ça va pas tarder à continuer dans ce sens-là. On considère que quand il y a un gros événement, bien passé avant, ça peut être constitutif de harcèlement moral au travail. L'autre point que j'ai surligné et qui est important dans la définition, c'est des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Alors, ça, c'est important parce que qui ont pour objet, ben, en fait, on a un harceleur ou une harceleuse qui consciemment met en défaut son prochain, qui a conscience qu'elle va dégrader, qu'elle va nuire à la personne. Et la loi stipule aussi que ça peut être des agissements répétés qui ont pour effet une dégradation des conditions de travail. Ça signifie que on peut être harceleur ou harceleuse sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que
On met en place des choses, on a l'impression certainement de bien faire, et c'est les conséquences de son action qui font que c'est du harcèlement moral. Ce qu'il faut retenir là, c'est que le harcèlement moral peut être conscient ou inconscient. Euh, alors, ce qu'il faut aussi, c'est qu'il y ait une dégradation des conditions de travail. Donc, moi, il m'arrive d'intervenir sur en cas de situation dégradée. Et il y a une plainte contre un employé pour harcèlement moral. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de dégradation des conditions de travail. Ça peut être un chef de service qui donne des consignes qui sont mal vécues par le ou la collaboratrice, le collaborateur ou la collaboratrice. Et c'est pas parce que les consignes sont mal vécues que le travail est dégradé. Donc il peut y avoir des nuances. Par contre, si on a une personne qui arrive avec la boule au ventre, qui a du mal à travailler, qui a du mal à agir dans le cadre du travail, évidemment, ça devient un problème. Alors, la boule au ventre, la peur, la peur doit pas évidemment faire partie des relations de travail. Enfin, l'idée, c'est quand même d'éviter. On peut évidemment pas s'entendre au travail. C'est pas obligatoirement du harcèlement moral au travail. Par contre, si l'entente est dégradée dans la durée, euh, il y a des chances quand même qu'on arrive à des situations de harcèlement moral au travail qui rentrent sous le coup de la loi. Donc, c'est quand même intéressant de voir le début de cette définition des agissements répétés avec la limite que je vous ai donnée. Pour objet ou pour effet, c'est-à-dire que ça n'est pas toujours conscient, et il faut une dégradation des conditions de travail. Alors, cette dégradation des conditions de travail, elle doit être susceptible de porter atteinte aux droits de la personne, du salarié au travail et à sa dignité. Donc, su- susceptible, les droits ne sont pas forcément bafoués en instantané, mais on sait que dans la durée, cela peut poser problème. Pour vous donner un exemple sur cette thématique-là, moi, il m'est arrivé de rencontrer des organisations de travail où un ou une manageuse pouvait tenir des propos à caractère personnel et faire des commentaires sur la vie privée. En dénigrant la vie privée, par exemple, ça pouvait à terme, euh, ça pouvait être un critère qui pouvait rentrer dans le harcèlement moral au travail. Ce qui est sûr, c'est que cette dégradation des conditions de travail est susceptible d'altérer la santé physique ou mentale du collaborateur. On se retrouve, on se retrouve souvent avec des personnes qui partent en arrêt maladie. Ça doit être l'indicateur que, évidemment, on est face à une dégradation de la santé de la personne. Donc, ses conditions de travail étaient dégradées depuis un petit paquet de temps. Et le dernier point, de compromettre son avenir professionnel, c'est qu'on considère que s'il y a eu harcèlement moral dans la durée, la personne va perdre en compétences, va être déclassée, ne va pas pouvoir reprendre le cours normal de sa vie professionnelle, va avoir du mal à se positionner sur une évolution professionnelle ou un maintien de son activité. Ces deux derniers points sont entendus largement auprès des tribunaux. Donc, en tous les cas, on considère que si on va jusqu'au pénal, on considère que tous ces points-là sont, en gros, toutes les cases sont cochées, pardon. Euh, alors, j'en profite pour vous rappeler que le harcèlement moral est dans le code pénal, donc peut faire l'objet d'une procédure devant le tribunal correctionnel, les chambres correctionnelles des tribunaux.
mais aussi le harcèlement moral au travail. Et dans le Code du travail, donc à ce titre, il peut faire l'objet d'une sanction par l'employeur et peut être traité par le Conseil des prud'hommes en cas de litige ou de déséquilibre des décisions qui pourraient être prises dans la structure de travail. Pour vous donner des exemples sur le harcèlement moral au travail, alors dans les grands classiques, ça sont des cas de jurisprudence. Vous avez les dénigrements et les brimades. Dénigrer quelqu'un, alors dire que quelqu'un n'a pas fait son boulot, ça n'est pas un dénigrement. Par contre, lui dire qu'il est nul, c'est un dénigrement. On peut avoir des brimades qui sont données sur le ton de l'humour, mais une brimade reste une brimade. Quand on est dans le cadre professionnel, le sens de l'humour, le second degré, sont pas forcément évidents, vont pas forcément de pair avec le management. La notion de critique injustifiée est largement reconnue en cas de harcèlement moral. Euh, donc là, c'est évidemment le cadre du manager contre le cadre du salarié ou de la salariée. Euh, alors d'où l'importance quand on est aux commandes, c'est de fixer correctement les limites du travail, fixer des objectifs et organiser le travail et réguler le travail et la charge de travail. Réguler, ça ne veut pas dire trouver des solutions à toutes les problématiques. C'est vraiment arriver euh, à trouver le juste milieu. Les humiliations publiques, c'est aussi ce que redisent les gens qui sont victimes de harcèlement moral. C'est on a pris une grosse vanne dans la tête devant tous les collègues et même si c'était très drôle sur le moment, évidemment c'est très ironique ce que je dis, évidemment ça a été extrêmement blessant et on a eu du mal à revenir au boulot le lendemain ou en suivant, donc c'est un peu compliqué. Les mesures vexatoires, alors demander à un collaborateur de faire par exemple le nettoyage dans un bureau, c'est pas forcément vexatoire, même si évidemment ce genre de fonctions n'ont rien de vexante. Ça peut être vécu comme vexatoire. Vexatoire, c'est vraiment, ça s'apparente beaucoup à la mise au placard et à faire des tâches qui n'ont vraiment, vraiment rien à voir, ni avec les compétences, ni avec la structure de travail. Ça serait vraiment faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pour quoi on est payé. Ça va de pair avec les tâches dévalorisantes. La notion d'agressivité s'entend au sens large. Ça peut passer par créer un système de crainte ou de peur, faire peur, menacer sans qu'on parle très fort et qu'on crie. Euh, les autres points, les tâches dépassantes, ces activités. Alors ça, c'est un point qui peut apparaître litigieux, euh, mais on peut se retrouver avec des gens qui ont des tâches qu'ils n'ont pas demandées, évidemment, mais qui sont mis en difficulté au quotidien. Et ça, dans la durée, plus une mise au placard, plus des critiques injustifiées, c'est un bon cocktail pour rentrer dans le harcèlement moral. La mise au placard, la privation d'outils de travail, les avertissements infondés, le déclassement et la pression disciplinaire. Alors, les mises au placard et la privation d'outils de travail, c'est le classique, bah écoute, c'est pas grave, tu feras moins, et puis c'est pas grave, on n'a pas besoin de toi. Et ça, c'est aggravant des phénomènes de harcèlement moral. Euh, et ensuite,
la notion d'avertissement infondé, déclassement et pression, on peut se retrouver avec des gens qui subissent une procédure disciplinaire et l'employeur finalement se désiste. Dit finalement, bon, je te mets un avertissement ou je te convoque un entretien préalable à un licenciement. Et puis en fait, les faits sont pas caractérisés. Et du coup, l'employeur se retire de la procédure disciplinaire. Le fait de faire du yo-yo avec les nerfs d'un collaborateur, avec une procédure de sanction qui n'aboutit pas, c'est constitutif de harcèlement moral. Alors, le harcèlement sexuel, alors je vous ai mis les deux définitions. Alors la première sont des propos à connotation sexuelle répétée, alors les propos à connotation sexuelle, je ne vais pas les dire là, on est là pour... Alors quand on est dans le cadre d'un harcèlement sexuel, le harceleur ou la harceleuse veut créer une intimité sexuelle qui est subie par la victime. Les propos, ce sont des propos à connotation sexuelle et les comportements, c'est beaucoup plus ténu. On est plus dans une recherche d'intimité où là, il ne va pas y avoir de propos graveleux en dessous de la ceinture, etc. Alors, le premier point, ces propos, ces comportements à connotation sexuelle répétée portent atteinte à la dignité en raison du caractère dégradant ou humiliant. Donc là, c'est l'insulte et la blague graveleuse en dessous de la ceinture. Mais vous avez aussi toutes les situations qui créent à l'encontre de la victime une situation intimidante, hostile ou offensante. Et la majorité du temps, on se retrouve dans ce cadre-là au travail. C'est-à-dire qu'on est face à une victime qui n'a pas pu dire non, qui n'a pas les moyens, les outils, elle est dans la crainte, la peur de perdre son emploi. Elle n'a pas le même socle de valeur que la personne qu'elle a en face et elle ne peut pas dire les choses. Euh, le, donc là, il faut bien se dire que peut-être que ça ne vous choque pas. Par contre, ça peut perturber gravement une personne qui vit une situation qu'elle a mal vécue. En fait, le consentement sur des propos, des comportements à connotation sexuelle en entreprise, sur le lieu de travail, c'est pas évident de rééquilibrer les choses. Alors, j'en profite aussi pour vous dire sur le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Aujourd'hui, il est possible de nommer un référent harcèlement. Alors, il y a une obligation à partir de 50 salariés. Cette obligation, elle est appuyée à partir de 250 salariés. Mais vous pouvez toujours désigner un collaborateur ou une collaboratrice qui va mettre en place, qui va être la première personne à qui on va venir parler de ces sentiments-là, de ces sensations-là, de ces situations qui sont problématiques. Donc pensez à ça. Je vous mettrai un point dans les annexes quand j'enverrai le PowerPoint à Véronique sur l'intérêt de créer un statut de référent pour un collaborateur. Le deuxième point, c'est dans le sens que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure. Le harcèlement sexuel peut être constitué par toute forme de pression grave, même non répétée. Donc, il peut y avoir un événement ponctuel dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc, il s'est passé une seule fois, ça peut être constitutif de harcèlement sexuel. J'en ai profité pour vous mettre la suite de la définition. Celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits, évidemment, ou au profit d'un tiers.
Cette définition du harcèlement sexuel, elle a été étayée en 2018 par Marlène Schiappa, et qui a contribué à faire évoluer l'arsenal juridique. Et les études préalables ont montré qu'il y avait beaucoup de cas de harcèlement où il n'y avait pas de répétition et il y avait une recherche d'actes sexuels au profit d'un tiers, bref, des triangulaires. Et c'est ce que ça a été le sens de ces propos-là. Alors, je vous ai mis un exemple pour étayer tout ça. C'est la phrase qu'on peut dire à un collaborateur ou une collaboratrice: Tu me rejoins dans ma chambre d'hôtel ce soir et on parlera de ta promotion demain. C'est évidemment pas anecdotique. On peut se retrouver avec cette forme de pression. On est toujours dans le même type d'attribut, dans le but réel ou apparent. Ça peut être conscient ou inconscient. Alors, le dernier arsenal juridique a mis en, a mis en lumière et condamne maintenant la notion d'effet de meute. L'effet de meute, c'est une victime potentielle, plusieurs personnes auteurs potentiels qui vont agir de manière concertée euh, ou à l'instigation de l'une d'elles. Même si, et alors, ça peut être une personne ou ça peut être les personnes les unes après les autres. En gros, c'est le principe des téléphones. L'autre m'a dit voilà, donc je ne fais que répéter. Euh, Indépendamment, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, l'effet de groupe ne peut pas dédouaner des actions, des faits de harcèlement. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. On ne peut pas avoir une bande de malins qui disent, ben voilà, moi je n'ai fait que répéter ce que disait l'autre, ou j'ai compris que ça faisait partie de la culture, de la structure de travail, donc moi j'en ai rajouté, quoi. Ça, c'est plus entendable. Donc ça, c'est à noter. Autre grande évolution, c'est le principe de non-discrimination lorsque la parole se libère. On considère qu'il ne peut pas y avoir d'inégalité de traitement quand on a subi ou refusé de subir des faits de harcèlement ou qu'on a témoigné de tels faits, même si finalement, au final, sont pas des cas de harcèlement, mais on a témoigné, on a dit que le climat était dégradé. Alors, il faut savoir que quand l'employeur est saisi de faits de harcèlement, la première action qu'il met en œuvre, c'est de séparer les gens et de faire en sorte qu'ils ne se côtoient plus. Eh ben, sachez qu'il y a un risque juridique, surtout pour les victimes potentielles ou les témoins. C'est-à-dire si elles considèrent que elles ont vu leur carrière altérée, euh, si elles ont vu leur carrière altérée, elles peuvent demander réparation du préjudice et l'employeur peut en plus être condamné au pénal. Cette tendance a été complétée par la loi Wasserman de 2012 sur la protection des lanceurs d'alerte. Je vous ai juste noté ce point-là, mais sachez que voilà, on fait attention aux gens qui communiquent autour des cas de harcèlement. En fait, l'État français ne veut plus d'omerta, essaye de lutter contre cette omerta en disant circuler, il n'y a rien à voir, en fait, c'est pas un sujet. Bah, si aujourd'hui on peut traiter des cas de harcèlement. Donc, dans vos structures, bah, il faut diffuser cette information-là. Voilà. On a le droit de parler. Voilà. On peut tout évoquer, en fait, même des choses qui sont pas évidentes. Allez, bah, sachez que l'humour n'est pas un argument et la participation de la victime ne diminue pas la responsabilité de l'auteur. Donc ça, c'est intéressant. La notion d'humour
Elle est souvent invoquée par les auteurs ou les autrices potentielles qui disent, bah, en fait, si il ou elle comprend pas l'humour, bah, moi, je peux rien faire. Bah, aujourd'hui, la notion d'humour, elle n'est pas forcément recevable. La participation de la victime ne diminue pas la responsabilité de l'auteur. Ça reste une tendance jurisprudentielle actuellement. Donc, on peut pas se dire, ben, il a participé, il a accepté, donc, ben non, en fait, on est lié par un lien de subordination. Donc, la conscience de tout ça n'est pas forcément évidente. Je vous dis un mot du sexisme. Je vous ai mis quelques phrases là sur le sexisme. Alors, le sexisme est sanctionné par la loi depuis 2018. Ça coûte au bas mot 750 euros d'amende. C'est une contravention. Et tout type de sexisme peut être condamnable. Alors, on a, dans les structures de travail, il y a toujours eu des phrases ou des comportements sexistes et on n'est pas, et c'est pas toujours, ça s'est pas toujours soldé par des harcèlements sexuels ou des harcèlements moraux, voilà. Alors, pourquoi c'est sanctionné aujourd'hui? Parce que on s'est rendu compte que dans les structures où on avait du harcèlement sexuel dégradé, avec des agressions sexuelles, voire des viols, ça a toujours démarré sur un terrain hyper sexiste qui s'est dégradé. Alors, sans courir après toutes les petites phrases sexistes de la Terre, il faut avoir conscience de ça. C'est qu'un climat sexiste peut dégénérer vers du harcèlement sexuel et des agressions plus graves encore. Donc, c'est important d'en avoir conscience. Autre chose, le sexisme parasite la parole des femmes la majorité du temps et fait perdre confiance à une partie de la population travaillante. Alors, je vous ai mis quelques phrases avec bonjour, comment ça va les poupées, la notion de sexisme masqué avec le côté génétique de certaines actions. Les femmes savent faire le café, les hommes sont obligatoirement forts et peuvent porter les armoires. On pourrait on pourrait en parler des heures. Donc vous avez trois types de sexisme, le sexisme bienveillant, masqué, et le dernier, le sexisme hostile, avec les marques d'irrespect, les propos dégradants et les remarques culpabilisantes. Donc tout ça rentre sous le coup de la loi. J'en profite aussi pour vous dire, là on a parlé de trois infractions. Je vous ferai un petit topo dans l'annexe. Il faut aussi rester vigilant sur les harcèlements en ligne, sur les dénigrements, sur des boucles WhatsApp, sur des groupes Teams ou autres. Ça reste quand même du harcèlement. C'est pas parce qu'on est sur une boucle numérique auquel n'a pas accès une personne, à partir du moment où ça se passe dans le cadre du travail, ça peut être condamné. C'est condamné aussi à l'extérieur, mais on se retrouve avec le même type de procédure au pénal, au civil et sanctionné dans le cadre du travail. Donc, toutes ces infractions sont dans le code pénal et dans le code du travail. Alors, qui est responsable? On a l'employeur, évidemment, nous avons l'auteur des faits ou l'autrice, les représentants de l'employeur, les élus CSE si vous en avez, et la victime. Alors, qui est responsable? Évidemment, c'est pas la victime. Alors, il y a évidemment des situations où tout est dégradé, la victime n'en peut plus et devient elle-même autrice de faits, évidemment. Mais
même s'il a, en fait, il a l'obligation de tenir en santé, en sécurité ses collaborateurs, donc il doit veiller à gérer les problématiques de harcèlement. Euh, L'auteur des faits, bah, effectivement, il peut être sanctionné au titre du code pénal, mais aussi dans le cadre du code du travail. Les représentants de l'employeur, s'ils sont commettants des faits, bah, eux aussi peuvent être responsables sur le plan civil, pénal et code du travail. Les élus CSE n'ont pas, on peuvent avoir un rôle de régulation, mais ne sont pas du tout mais ne sont pas considérés comme responsables, sauf si évidemment ils aggravent les faits et qu'ils ne respectent pas leur obligation de confidentialité. La notion de responsabilité s'entend sur le plan civil et pénal pour tout le monde. Euh, le... Idéalement, il faut quand même traiter ça dans le cadre du travail, mais on n'est pas à l'abri d'une plainte au pénal. Alors, la question que l'on me pose souvent, c'est oui, c'est bien beau, mais c'est un peu parole contre parole. Alors, il faut retenir qu'il y a un grand principe qui est que la preuve des faits de harcèlement et de sexisme se fait par tout moyen. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que le juge décide, enfin, a posé comme principe qu'il y avait une présomption de harcèlement. À partir du moment où quelqu'un témoigne, on considère qu'il y a quand même qu'il y a des chances que ces faits-là aient eu lieu. Et derrière, il va y avoir une enquête et ça va être aux auteurs des faits et à l'employeur de montrer que non, on était dans un cadre normal de travail. On était dans un échange de consignes classique et que l'employeur a tout fait pour maintenir la santé et la sécurité au travail. Alors, ce que je vous propose rapidement, c'est de voir ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, quand on agit, quand on met en place de la prévention, eh ben, on s'en tient aux faits. Sachez que ces faits-là quand on en parle, il y a souvent beaucoup d'émotions et oui, beaucoup d'émotions, de craintes, de doutes, et c'est pas forcément évident de voir quels ont été les faits. Donc, quand on s'occupe de ça, on parle des faits, des mots qui ont été dits, des situations qui ont été vécues, des portes qui se sont fermées, des dénigrements qui ont été dits, etc. Ce qui est important, c'est d'être. Alors, je ne suis pas une fan du mot bienveillance, mais euh, de, de rappeler quels sont les rôles, à quoi on sert, pourquoi on est là pour travailler, on est là pour organiser le travail, on est là pour répondre aux besoins des clients, des touristes, etc. C'est important de rappeler qui fait quoi. Voilà. C'est important de garder une distance parce que quoi qu'il arrive, on est sur des faits qui sont pénalement répréhensibles. À un moment donné, personne n'est juge, personne n'est avocat, personne n'est gendarme ou policier. Donc, il faut quand même garder un petit peu de distance. Éviter aussi tous les transferts psychologiques en mode ça me touche, je pourrais pas, j'ai du mal, ça ressemble à ce que j'aurais pu vivre, etc. Toutes ces phrases-là, il faut les éviter parce que ça va pas contribuer à ce que vous agissiez en pleine sérénité. Il faut surtout mettre ses préjugés au placard. C'est pas parce que quelqu'un a le physique est assez désagréable dans son approche qu'il est obligatoirement harceleur. Voilà. En gros, ça c'est pas écrit sur la tête et le visage. Évidemment, il faut rester discret et impartial. Alors, en amont des faits, ce qui est intéressant, c'est de faciliter la discussion et désamorcer des situations avant qu'on en vienne à se poser la question de la responsabilité.
Alors, si on devait faire le lien entre ces notions juridiques et les plans de prévention, euh, idéalement, il faudrait mettre en place 1 à 2 actions de sensibilisation et de formation par an. L'écrire dans l'agenda. Moi, je vois que ça fonctionne pas mal chez certains de mes clients. Ça peut être un café RH, ça peut être un goûter avec des post-it, même si c'est pas très écolo, mais où on demande à chaque personne de son avis sur une situation de harcèlement. Alors, je vous ai mis en annexe des situations qui ont été traitées par la jurisprudence qui peuvent vous aider à mettre en place ces actions de sensibilisation. Donc, vous allez présenter une action, une situation, vous allez vous faire discuter les collaborateurs. Et après, vu que maintenant vous connaissez les grandes trames du cadre légal, bah, l'idée c'est de discuter avec eux sur est-ce que c'est du harcèlement, est-ce que c'est pas du harcèlement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ça, etc. Il y a des moyens d'entamer la discussion. Un point qui fonctionne plutôt bien, c'est une boîte mail dédiée. Alors, il faut pas se leurrer, il n'y a pas grand monde qui va écrire sur cette boîte mail, mais ça donne un signal que ben, vous êtes quand même ouvert au dialogue et ça peut être intéressant. Voilà. Ça, en fait, vous ouvrez la communication. Ça va de pair avec les permanences sur le sujet. Alors, j'ai mis par vous le service RH, donc ça peut être le responsable de service, ça peut être la personne chargée de la paye, ça peut être un élu CSE, peu importe. Mais on sait qu'une fois par mois, on ouvre la thématique sur la notion de harcèlement. Il y a aussi un point qui fonctionne pas mal, c'est insérer des questions et des informations sur le sujet dans les entretiens annuels. Le préalable, c'est évidemment que les gens qui font passer l'entretien ont été un minimum briefés et on peut poser des questions simples en mode est-ce que vous avez été témoin, est-ce que vous avez subi ou vous pensez avoir subi des faits de harcèlement? Et ça permet de mettre les pieds dans le plat et de désamorcer des situations. Donc ça, ces 4 points, c'est les 4 points qui sont préconisés dans les documents uniques ou dans les plans d'action quand on est dans une organisation de travail où le climat est dégradé. Et voilà. Alors, lors des faits, ben, lorsqu'il se passe quelque chose, je vous ai mis la procédure. Alors, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut accuser réception du signalement parce qu'on se retrouve, on est potentiellement au démarrage d'une procédure, soit au civil, soit au pénal. Il faut recevoir l'auteur du signalement, toujours pareil, garder la tête froide. Et ensuite, il faut analyser les faits. Le premier cas, si ce n'est ni des cas de harcèlement ni des agissements sexistes, bah, c'est peut-être un problème de santé au travail, c'est un problème d'entente, c'est certainement un problème à gérer. Quand ce sont des cas, quand ce sont des agissements sexistes, bah, il faut réexpliquer le cadre et expliquer que bah, le sexisme fait partie des infractions pénalement répréhensibles, donc expliquer que ça ne se dit plus, ça ne se fait plus. Mais il faut surtout faire beaucoup de prévention et, et surtout expliquer à l'auteur ou l'autrice des faits que ça parasite la relation de travail et qu'il faudrait éviter. Et le troisième cas sont des cas de harcèlement sexuel ou moral, voire plus. Et là, il faut entamer une procédure en interne. Il va falloir faire une enquête. Il va falloir auditionner les personnes concernées et traiter cette situation. Alors, comment on fige une situation? Il va falloir auditionner, faire un compte-rendu et proposer un plan d'action.
Hop là. Alors, après les faits, bah, il va falloir réajuster votre document unique. Alors, j'ai mis un chat parce que le but du jeu, c'est quand même de communiquer de manière apaisée. Il faut faire descendre la pression, il faut en tirer les enseignements nécessaires et surtout ne pas oublier les autres collaborateurs. Voilà. Donc, à retenir, quand on traite la question des harcèlements, il faut connaître le cadre légal. Il va falloir euh, organiser la prévention avec les 4 points, voire plus. Si vous avez d'autres idées, il va falloir le noter dans l'agenda. Et quand la situation est dégradée, eh ben, on fait une enquête et on propose un plan d'action. Et alors que vous soyez salarié, responsable de service, directeur d'office de tourisme, peu importe, il faut traiter les faits. Et après les faits, il va falloir passer à autre chose. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à reconsulter cette vidéo, à revoir ce PowerPoint et à me poser toutes les questions utiles, toujours pareil. Merci pour votre écoute et évidemment, à vous de jouer et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Merci beaucoup.